Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis Benoît Pimis, je suis infectiologue au sein des hôpitaux Saint-Joseph et Marine-Lannelongue et on va parler du bon usage des examens complémentaires et notamment des examens microbiologiques en ville en suivant deux types d'infections qui sont fréquemment vues, qui sont les infections urinaires et les infections respiratoires basses. Et on va faire une vision globale des indications, non-indications et interprétations de ces différents examens à la vue des dernières recommandations publiées dans ces deux domaines. Prescrire un examen, je vous le rappelle, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est un acte médical et qu'il faut toujours se poser la question quand on prescrit un examen de peser l'indication de cet examen, parce qu'un examen microbiologique mal indiqué donne des résultats qui sont ininterprétables, en tout cas qui ne vont pas expliquer les symptômes du patient, avec le risque de surtraitement antibiotique et de mise en place d'une pression de sélection et du risque d'émergence de bactéries multirésistantes. Un exemple typique de ça, c'est les ECBU, parfois faits chez des patients qui n'ont pas de signes fonctionnels urinaires, mais dans d'autres indications, on a un ECBU positif alors que le patient a une infection virale, par exemple respiratoire, et on a toujours l'envie de traiter cette ECBU alors même que le patient n'a pas d'infection urinaire. Donc il y a les infections pour lesquelles, et je reviendrai dessus, le diagnostic est clinique, cystite, bronchite, pneumonie. Donc ça, le diagnostic, on le fait de manière clinique. Et par contre, la microbiologie va nous permettre de documenter cette infection. Elle ne va pas en poser le diagnostic, mais elle va nous permettre de la confirmer, d'identifier le micro-organisme causal, parfois d'obtenir un antibiogramme et de pouvoir adapter notre traitement antibiotique. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir un examen qui est ciblé, avec le bon examen, pour le bon patient, au bon moment. Et c'est toujours la question de est-ce que ça va changer ou non ma prise en charge, parce qu'un examen qui ne changera rien à la prise en charge n'a pas d'indication. Et c'est pour ça, par exemple, que pour les patients qui ont des pyélonéphrites, même dans les hôpitaux, il n'est plus recommandé de leur faire d'hémoculture, parce que l'hémoculture positive ne changeait rien à la prise en charge du patient, ça ne changeait pas le choix des antibiothérapies, ça ne changeait pas la durée de traitement. Donc toujours la question de quel examen pour quel patient. Et donc toujours, il faut partir de deux questions. Les deux questions, c'est petit 1, est-ce que le résultat va changer ma prise en charge? Et si la conduite est déjà fixée pour la clinique, par la clinique, dans ce cas-là, l'examen est inutile. Donc est-ce que ça va changer ma prise en charge, soit en termes de possibilité de choix de molécules antibiotiques, soit en termes de durée de traitement? Si ça change ni l'un ni l'autre, dans ce cas-là, l'examen est inutile. Petit 2, quand on va avoir le résultat de cet examen, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est une infection ou une colonisation? Et ça, c'est d'autant plus vrai pour les examens cytobactériologiques des urines. On sait que quand on passe la barre des 60, 70 ans, plus on vieillit, plus la probabilité d'avoir une bactérie asymptomatique augmente. Et que si on documente ces bactéries asymptomatiques, on sait que le fait d'avoir une information microbiologique donne envie de prescrire un traitement antibiotique. Et donc, toujours se souvenir que la présence d'une bactérie, c'est pas le signe d'une infection, et que s'il n'y a pas de signe clinique, le prélèvement positif en lui-même ne se traite pas. Et comme disaient les vieux médecins, on ne traite pas un prélèvement, on traite un patient. Et donc, il faut toujours faire rentrer ce prélèvement dans l'algorithme complet. Donc d'abord, pour les infections urinaires, il va falloir classer mon patient. Donc est-ce que mon patient, ce que je recherche, c'est une colonisation? Et donc ça serait quoi? Ça serait une bactérie sans signe clinique. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune indication à faire un ECBU pour documenter une colonisation urinaire en dehors de rares cas qui sont la grossesse et les gestes urologiques où on va vouloir avoir un ECBU stérile avant d'aller faire un geste sur les voies urinaires. En dehors de ça, on n'a jamais besoin de documenter une colonisation urinaire. Petit 2, il y a l'infection urinaire simple. Donc l'exemple typique, ça serait la cystite. Et là, c'est des patients qui n'ont pas de facteur de risque de complications. Puis on a les infections urinaires à risque de complications avec des facteurs de risque de complications. Et dans ce cas-là, de toute façon, on aura besoin d'une documentation microbiologique, aussi bien pour la cystite que pour la pyélonéphrite ou l'infection urinaire masculine. Et après ça, on a les infections urinaires graves chez les patients qui présentent des signes de gravité clinique ou qui vont nécessiter des gestes urologiques en urgence du fait du caractère obstructif de l'infection. Et dans ce cas-là, de toute façon, les patients ont des critères d'hospitalisation. Quels sont les critères de risque de complication des infections urinaires? C'est toute anomalie de l'arbre urinaire, donc toute malformation de l'arbre urinaire. Ce qui est appelé dans les recommandations le sujet âgé fragile, donc c'est des patients âgés avec des facteurs de fragilité.
Le sexe masculin en lui-même est toujours un facteur de risque de complications. L'insuffisance rénale se traduisant par une clairance inférieure à 30, la grossesse ou l'immunodépression grave. Après, on va se poser la question, donc si j'ai une cystite simple, dans ce cas-là, je peux me baser uniquement sur la bandelette urinaire. La bandelette urinaire suffit et on n'a pas besoin de faire de CBU, notamment si le patient a une évolution favorable. Et dans ce cas-là, on ne fera pas non plus de CBU de contrôle pour vérifier la négativation de notre prélèvement. Qu'est-ce qu'une bandelette urinaire positive? C'est une bandelette qui a des leucocytes positifs ou des nitrites positifs. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de CBU pour prescrire notre antibiothérapie. En première intention, les recommandations positionnent l'association phosphomycine-trométamol, 3 grammes en dose unique. Et le deuxième choix, c'est le pivmécélinam durant 5 jours. La BU négative, donc leucocytes négatifs et nitrites négatifs, ça a une forte valeur prédictive négative. Et dans ce cas-là, ça rend le diagnostic de cystite peu probable. Et on va plutôt rechercher, en cas de signe fonctionnel urinaire, des diagnostics différentiels qui sont la mycose génitale, l'urétrite. On a une grosse recrudescence actuellement, comme vous le savez, des infections sexuellement transmissibles contre lesquelles la PrEP ne permet pas de prévenir. Et donc, on a une augmentation. Donc, toujours se poser la question, est-ce qu'on ne serait pas sur un tableau d'urétrite ou alors on peut avoir la sécheresse cutanéo-muqueuse, notamment chez les femmes. Pour souvenir, les nitrites négatifs n'éliminent pas une cystite, parce que tous les germes ne produisent pas des nitrites. Ce sont les entérobactéries qui produisent des nitrites. Les entérocoques, le Staphylococcus saprophyticus, qui est une cause classique de cystite de la femme jeune, ne produisent pas de nitrites car elles n'ont pas de nitrate réductase, permettant cette excrétion de nitrites. Deuxième piège, pour avoir des nitrites, il faut avoir mangé, parce que c'est des produits de dégradation des hydroxydes de carbone. Donc chez les patients âgés, les patients qui ont chuté, qui sont restés au sol de manière prolongée ou qui ne mangent pas, on peut avoir des nitrites faussement négatifs parce que la bactérie, entre guillemets, n'a rien à dégrader. Le CBU, quand est-ce qu'il faut le faire et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire? Le CBU, il est indiqué donc dans toutes les autres situations. Donc la cystite à risque de complications, avec les critères que je vous ai donnés tout à l'heure, l'insuffisance rénale, l'immunodépression, la grossesse, la malformation de l'arbre urinaire, les cystites récidivantes. Donc si j'ai une cystite qui est en échec sous traitement, dans ce cas-là, peut-être que mon germe est résistant à l'antibiothérapie que j'avais prescrit. Ça vaut le coup de la documenter. Et bien sûr, devant toute pyélonéphrite, toute infection urinaire masculine, incluant la cystite, qui maintenant est une entité reconnue à part entière chez l'homme, et pour la grossesse, le dépistage des colonisations ou la cystite. Le CBU, quand est-ce qu'il ne faut pas le faire? La cystite simple. On ne fait pas de CBU de contrôle chez le patient qui a une évolution favorable. On ne le fait pas chez le sujet âgé qui n'a pas de signe d'infection urinaire. On ne le fait pas uniquement sur l'argument de les urines sont troubles ou malodorantes, et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent et pour lequel on nous appelle, c'est les urines sont malodorantes. On documente une bactérie, mais si le seul symptôme, c'est ces urines malodorantes, on n'a pas d'indication à mettre en route de traitement. Et le dépistage d'une bactérie asymptomatique en dehors de la grossesse ou du geste sur les voies urinaires. Pour interpréter le CBU se fait sur deuxième jet d'urine avant toute antibiothérapie avec un acheminement classiquement rapide au laboratoire. Je vous ai mis les critères d'interprétation, la leucocyturie à plus de 10 puissance 4, la bactérie de manière significative, et en cas de discordance entre un tableau clinique évident et une bactérie ou leucocyturie sous le seuil, c'est bien sûr la clinique qui prime. Donc on ne va pas ne pas traiter un patient parce qu'on est en dessous du seuil si on a un tableau clinique typique. Et la nouveauté 2025 chez l'homme, c'est que la bandelette urinaire qui avait historiquement potentiellement sa place n'a plus sa place. Théoriquement, toute infection urinaire masculine, cystite, pyélonéphrite, prostatite, nécessite la réalisation d'un ECBU. Les pièges majeurs, je vous disais, donc c'est la bactériurie. On ne dépiste pas, on ne traite pas en dehors de la femme enceinte. Du geste urologique invasif. Le diabète n'est pas un facteur de risque. Et ce que je vous disais, c'est chez le sujet âgé, la bactérie asymptomatique est très fréquente. On avait fait une étude à Saint-Joseph, on avait au moins 50% des femmes de plus de 65 ans qui avaient un ECBU positif transitoirement. Et on ne fait pas de CBU en cas d'urine uniquement trouble. Pour les infections respiratoires, c'est plus simple parce qu'il y a peu de prélèvements à faire. La bronchite, on va aller très vite, c'est une infection virale, aucun examen microbiologique, aucune radio, aucune antibiothérapie. L'évolution est classiquement favorable spontanément. La toux peut persister jusqu'à 3 semaines du fait de l'inflammation de l'arbre respiratoire et ni les INS, ni les corticoïdes, ni les mucolytiques n'ont leur place dans cette indication. Pour ce qui est de la pneumonie aiguë communautaire en ville, en ambulatoire, au final, on n'a besoin de faire aucun examen microbiologique. On peut faire une imagerie de thorax si on arrive à l'avoir rapidement. Il y a de plus en plus de place maintenant pour l'échographie pleuropulmonaire, mais pas encore beaucoup de médecins qui la pratiquent. La CRP et la PCT
n'ont aucune indication, ni dans le diagnostic, ni dans le suivi. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'examen complémentaire? Parce qu'on a une stratégie de traitement probabiliste, puis de réévaluation d'un patient, avec au final, en cas de réévaluation qui montre une évolution défavorable, un switch de traitement antibiotique vers des antibiothérapies qui vont couvrir les germes atypiques. Les PCR n'ont pas de place. Donc les PCR, maintenant, il y a beaucoup de PCR multiplex, mycoplasma, chlamydia, des sérologies mycoplasme. Ça n'a pas d'indication. Pourquoi? Parce que le patient en première intention est traité par une antibiothérapie visant le pneumocoque et en cas d'échec, on bascule vers un macrolide qui couvre le mycoplasme, le chlamydia, la légionelle. Le CBC, c'est réservé à l'hôpital parce qu'on sait qu'en ambulatoire, on a des qualités qui sont assez médiocres. Classiquement, des prélèvements qui sont contaminés, qui vont rendre soit de la flore, voire encore pire, nous rendre des bactéries qui ne sont pas des bactéries pathogènes dans le cadre de notre infection, type Pseudomonas, et on va avoir envie de les traiter. Les hémocultures, il y avait une étude faite par les collègues de Dijon qui avaient évalué, et au final, en ville, ça n'a aucune place. Le rendement, il est faible, il y a moins de 14% de positivité. Et quand c'était positif, bah, c'était des germes sensibles à l'amoxicilline dans plus de 80% des cas. Donc ça ne jouait pas non plus sur la prise en charge. L'antigénurie pneumocoque est recommandée uniquement à l'hôpital. Pourquoi? Bah, parce que le pneumocoque est déjà couvert par l'antibiothérapie probabiliste en ville. Petite chose à savoir, par contre, ça peut rester positif jusqu'à 2 mois après une pneumonie à pneumocoque. Pour l'antigénurie légionnelle, il faut qu'il y ait un contexte évocateur, un voyage, l'utilisation de clim avec des tours aéro-réfrigérantes, ce qui est un peu le contexte actuel, l'immunodépression, l'existence de pneumonie groupée ou de pneumonie aiguë grave, avec donc une antigénurie qui peut être réalisée, qui a une sensibilité de l'ordre de 70 à 90%, notamment pour le sérogroupe 1, qui représente la très grande majorité des légionelloses. Donc en pratique de ville, au final, bah, assez peu de place. Donc les rares tests qui peuvent être utiles en ville, bah, c'est le test de la coqueluche. On peut faire une PCR rhinopharyngée pour diagnostiquer la coqueluche chez des patients qui ont des toux prolongés et qui peuvent donc nous permettre de diagnostiquer des cas, de mettre une éviction, voire un traitement qui permet de réduire la durée des symptômes et la contagiosité. Et bien sûr, maintenant les tests de diagnostic rapide triplex, grippe, Covid, VRS, qui sont de plus en plus généralisés, qui permettent d'avoir un impact direct sur la mise en place d'un traitement antiviral précoce, type oseltamivir pour la grippe, la protection de l'entourage, et ça permet également de réduire les antibiothérapies inutiles si on a déjà le diagnostic de grippe alors qu'on pouvait hésiter entre une infection virale ou une infection bactérienne. Donc les règles d'or, c'est qu'un examen microbiologique ne se justifie que s'il modifie la décision. Pour les infections urinaires, cystite simple, BU. Dans les autres cas, on fait un ECBU. Pour les infections respiratoires basses, bronchite aiguë, aucun examen, pas d'antibio. Pneumonie aiguë en ville, clinique imagerie et pas de microbio. Et les antigénuries, le CBC, les hémoctures sont des examens qu'on va faire à l'hôpital. En ville, ce qui peut être utile, c'est plutôt la recherche de coqueluche dans certains contextes ou les recherches virales, grippe, Covid, VRS, notamment en période épidémique. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite, si vous le désirez, on a une journée de formation qui a lieu une fois par an à Saint-Joseph. La prochaine sera le samedi 19 septembre 2026 à partir de 8h30. On traitera cette année des infections sexuellement transmissibles qui sont en hausse, des infections cutanées et de l'actualité vaccinale avec la modification des recommandations vaccinales, la mise en place de nouveaux vaccinations, notamment contre le pneumocoque. Et pour vous inscrire, vous avez soit le QR code présent sur ce flyer, soit vous pouvez écrire un mail à fcsanté@ghpsj.fr et c'est une inscription qui est totalement gratuite. Et je vous remercie pour votre attention.